Et on va commencer. Bonjour, bienvenue à tous pour cette session dédiée à l'implémentation et l'utilisation du single sign-on pour vos applications Teams. Eric, tu veux bien te présenter? Bonjour, Eric Vernier, donc Cloud Solution Architect dans la division euh, des partenaires et je suis en charge de recruter des éditeurs de logiciels, des startups pour Azure. Voilà. Super. Et je suis Eric Schringer, je suis Senior Product Manager dans le groupe Produit Teams basé en France et je porte un programme Slate qui développe des applications custom pour un certain nombre de clients grands comptes en Europe. Donc on a un agenda, assez fourni. On va essayer de faire ça, le plus interactif avec des démos. Grosso modo, ce qu'on espère que vous, sortirez de cette session, c'est, comprendre pourquoi le SSO est important et pourquoi c'est la seule solution, pour votre application si vous voulez être, populaire dans Teams. On va couvrir des notions telles que comment je crée cette application dans le référentiel d'identité, comprendre l'authentification dans Teams, un peu revoir cette notion de consentement puisqu'on travaille avec de l'eau haute et donc du coup il y a toutes des notions de ce côté-là et puis des notions d'accès offline puisque la plupart des tokens vont avoir une durée de vie d'1 heure et qu'au bout d'1 heure, il faut avoir une solution pour gérer ça si notre utilisateur n'est plus connecté. Donc, pourquoi le SSO? Si vous avez déjà regardé un petit peu notre documentation de développeur Teams, vous l'avez probablement vu qu'il y a plusieurs solutions qui vous sont offertes pour faire de l'authentification dans Teams et donc du coup, vous pouvez vous poser la question. De notre point de vue, heu, on a une approche plutôt à dire finalement, il n'y a qu'une seule solution qui vaut le coup, c'est justement de faire ce fameux single sign-on. Comme ça, on enlève une friction supplémentaire qui est, je vais accéder à l'application et la première chose qu'elle va me demander, c'est, de m'authentifier. Donc la première valeur, il n'y a aucune, interaction avec l'utilisateur, où il peut y en avoir une suivant le scénario, comment est installée l'application et cette interaction serait un consentement, mais on couvrira cette notion un petit peu plus tard dans la présentation. C'est une authentification qui est cross-plateforme, mais ça, c'est aussi important. Quand on crée une application Teams, c'est pas forcément le navigateur ou le client desktop, c'est aussi le client mobile, et c'est une des offres de valeur qu'on vous donne, à ce niveau-là. C'est une authentification qui ne se repose pas sur des cookies, et donc du coup, simplifie et enlève des contraintes parce que si, vous développez un petit peu dans le web, vous voyez que, il y a de plus en plus de contraintes vis-à-vis des cookies et des third party cookies qui peuvent rendre, leur utilisation, complexe. Et aussi, dans le cas du SSO, c'est vraiment Teams qui fait, le gros du travail, sur ce premier niveau d'authentification et vous le verrez, dans les démos que va faire Eric. Donc c'est vraiment important, de considérer ces différents points puisqu'ils vont faciliter, votre développement, potentiellement aussi, améliorer, les performances de votre application. Puisqu'il faut savoir que si on utilise le SSO, une fois que votre application est installée et consentie, Teams, proactivement récupérera les tokens de votre application. Donc dès qu'elle est ouverte, si les prérequis sont déjà là, le token arrivera très rapidement et vous pourrez commencer à servir vos utilisateurs. Donc ça aussi, c'est, une petite notion qui n'est pas toujours mise en avant, mais qui est important de comprendre. Donc, avant de parler, finalement SSO et authentification, il est important que votre application, d'un point de vue identité existe et donc on va avoir cette notion de création d'application. Donc pour cela, on va avoir besoin, d'un tenant, Azure Active Directory où on va pouvoir enregistrer cette application. La création de l'application, techniquement, elle répond à 4 besoins.
lui donner une identité. Cette identité, elle va se traduire par un nom, mais aussi un GUID qui s'appelle un Application ID. Ça vous permet aussi de générer les secrets, l'équivalent d'un mot de passe, et on verra qu'on a plusieurs types de secrets. De définir un scope de l'application. Est-ce qu'elle marche que dans un tenant ou dans plusieurs tenants? Forcément, dans notre cas, comme on veut faire une application pour le store public, on va partir sur du multi-tenant. Et on va également définir les permissions de cette application. Les permissions, c'est je vais peut-être avoir besoin d'aller consommer la Graph API pour récupérer le calendrier de l'utilisateur ou envoyer un email de sa part ou voir la présence d'autres utilisateurs. Donc la Graph API va être instrumentalisée grâce à votre application. On reviendra sur le sujet. Pour terminer sur cette première étape, il est important dans votre cas, puisqu'on est en train de créer des applications pour le grand public, de partir sur une application à minima multi-tenant, voire multi-tenant et public, qui est la deuxième option qui permet aussi à des utilisateurs de s'authentifier avec des comptes Microsoft, Skype, Xbox. Alors, moins pratique dans l'environnement Teams, parce qu'aujourd'hui, on ne supporte pas ce type de compte et d'application, mais dans un futur, c'est tout à fait envisageable. On voulait également vous rappeler que si on part sur une authentification multi-tenant, il y a une petite dépendance. Il faut avoir ce qu'on appelle un NPN ID qui représente votre entreprise d'un point de vue Microsoft. Et donc, il va falloir adosser votre NPN ID à l'application que vous avez créée. Ce qui permettra en fait de garantir l'identité de l'éditeur lors des étapes de consentement. Tout ça, c'est pour justement construire un modèle de sécurité et de confiance pour nos clients, puisqu'il est très facile d'abuser le consentement, parce que dès qu'on propose à un utilisateur une question, il va toujours dire oui et il ne va pas se soucier des conséquences. Eric, je te passe la main. Est-ce que tu veux nous faire une petite démo sur ce sujet? Écoute, oui, je vais faire une petite démo. Donc, du coup, je vais prendre et partager mon écran. Voilà. Alors, tu le disais, Eric. Donc, c'est un peu la Saint-Éric aujourd'hui. Donc, voilà. Il faut créer une application, on va dire provisionner une application dans notre référentiel d'identité qu'on appelle Azure Active Directory. Donc là, vous voyez, j'ai un référentiel qui s'appelle DemoZonix. Et première chose à faire, comme tu disais, c'est tout simplement d'aller App Registrations, donc enregistrement d'une application, créer une nouvelle application, lui donner un nom. Voilà, donc quand on lui donne un nom. Et derrière, ce que tu disais, choisir, soit on développe une application juste pour DemoZonX, donc juste pour le tenant Teams DemoZonX, soit parce qu'on est éditeur de logiciels, on veut fournir une application qui soit multitenant, donc on va choisir multitenant. Bon. Une fois que ceci est fait, donc, hop, on va aller voir une application, ici que j'ai déjà créée. Donc, comme tu le disais, cette application, elle va avoir ce qu'on appelle une application ID. À noter qu'entre parenthèses, ils mettent bien client, donc client ID, parce que dans le mode développement, on va dire, c'est souvent client ID qui y fait référence. Voilà. Cette application va pouvoir lui affecter soit, et ça c'est important, un mot de passe, donc un secret, soit un certificat, parce qu'on va voir qu'il y a des scénarios où on va avoir besoin de soit ce certificat, soit ce secret. Derrière, pour que ça soit pris en compte par Teams, il va falloir exposer une API, donc exposer notre application à Teams, lui définir un scope. Donc là, par exemple, quand je fais add scope, lui définir un scope pour admin and user, etc. Et ce scope, il doit avoir un nom bien particulier qui va s'appeler access underscore as underscore user, parce que Teams va demander un jeton pour cette permission-là. Okay. Et derrière, dernière chose qu'il va falloir faire, c'est tout simplement provisionner les applications Teams. Donc là, on va parler des applications
clientes, que ce soit les applications web ou l'application desktop ou mobile, qui elles-mêmes ont un numéro d'identification, donc de type Global Unique Identifier ici dans Azure Active Directory, qui sont ces deux numéros. Rassurez-vous, dans la documentation du SSO, ils expliquent, ils vous redonnent en fait ces numéros, donc il n'y aura pas besoin de les connaître par cœur. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, peu ou prou, maintenant, il va falloir indiquer dans le manifeste de l'application Teams quelles sont les ressources et l'ID de l'application. Alors, vous avez une entité qui est très importante, qui est ici. Donc là, on va mettre Web Application Info. Donc ça, c'est une entrée en fait dans ce fameux manifeste. Ici, on va mettre le fameux client ID ou l'application ID, si vous préférez, de Azure Active Directory. Et ici, la ressource sur laquelle on veut obtenir notre jeton. Donc si je reviens ici, je vais tout simplement, pour qu'on voit, faire tout simplement un copie sur le clipboard. Et ici, ça serait tout simplement ici. Comme ça, par exemple. Et le client ID, donc je ne l'invente pas. Je fais un overview. Je vais faire un copier. Et le client ID, ici, je vais cliquer, que je vais coller. Pardon. Alors, juste dernière petite précision. Ici, vous avez le nom, en fait, aussi une application ID. Ça n'a rien à voir avec l'application ID de Azure Active Directory. C'est l'application ID propre à l'application Teams. Voilà qui est fait. Je te redonne la main, mon Eric, pour la suite des slides. Pas de souci. Ah ouais, vous l'avez vu, on aime bien appeler plusieurs choses avec le même nom. Donc faites attention, l'application ID peut être utilisée à tort et à travers dans plusieurs cas. Donc j'essayais de meubler le temps que ma présentation se recharge, mais elle a l'air de prendre un petit peu plus de temps que prévu. Au pire, je vais changer de technique. En tous les cas, on la voit, nous. Hein. Ah, vous la voyez? Bon, bah ça va. Oui. C'est juste moi qui n'ai pas le contrôle, c'est dommage. Hop, je vais repartir sur une fonctionnalité plus simple qui est le partage d'écran et hop, revenir à on s'était arrêté. Donc on vous a montré un petit peu comment créer finalement cette application et la renseigner dans Azure AD et charger ça dans le manifeste Teams qui est finalement la fiche d'identité de votre application que vous utilisez dans Teams. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire finalement le SSO dans Teams? Techniquement, le SSO, c'est une technologie qui se décline de deux façons. Soit vous développez un contenu web qui va être une tab, un contenu embarqué tel qu'une stage view ou un task module où on va afficher un composant web. Et donc, du coup, on va utiliser le SDK JavaScript. Et Eric vous montrera dans quelques instants comment on utilise le get auth token pour récupérer ça. Soit on va construire quelque chose à base de bot, comme un bot, un connecteur ou une messaging extension. Et là, du coup, on va utiliser une carte haute. Mais techniquement, c'est à peu près la même chose. On va appeler un SDK pour demander à Teams de faire le travail d'authentification pour nous. Et tout va être fait par le client Teams de façon automatique. Teams va nous retourner soit à travers le JavaScript, soit à travers la carte adaptative, un token qu'on va pouvoir utiliser qui représente l'identité de l'utilisateur dans Teams. Donc, comme on vous l'a dit, finalement, votre application devient en un sens une API de Teams et va recevoir ce fameux token. Donc là, pour référence, on vous a mis les deux liens pour faire du SSO pour une table, faire du SSO pour un bot. Il y a juste une petite exception pour le bot. Aujourd'hui, le SSO pour le bot fonctionne que pour les bots one-one. Donc, si vous considérez que vous voulez développer un bot dans une équipe ou un bot dans un meeting ou un groupe chat, attention, la méthodologie de SSO ne pourra pas être utilisée, mais on peut tout à fait faire des workarounds tels que avoir
un task module qui s'affiche et du coup, c'est du web qui va s'afficher, ça va fonctionner. Ou à quand même avoir un bot qui va être en one-one, où on va utiliser le canal one-one pour s'identifier et utiliser ce même bot dans l'équipe et donc garder le token pour le réutiliser. Et on en parlera un petit peu juste après. Eric, est-ce que tu veux bien nous faire une petite démo de finalement à quoi ça ressemble dans le code pour une Et app web? voilà, à la fois dans le code et je pense même dans Teams, on va regarder ça. Cool. Alors, on va repartager ce fameux écran, voilà qui est fait. Alors, voilà, là on a notre application qui a été effectivement installée. Dans le code, comment ça se matérialise? Alors, vous pouvez retrouver les exemples. D'ailleurs, je pense que tu as laissé un lien sur mon GitHub. Vous retrouverez les exemples de code ici, soit en pur JavaScript, c'est-à-dire qu'on va voir à la fois partie client, partie serveur, puisqu'on verra qu'il y a besoin de deux parties, hein, un front et un back, dans notre exemple SSO, bien évidemment, soit de la même manière en ASP.NET Core, donc avec une partie back-office plutôt en .NET, et la partie cliente, comme c'est dans le client Teams, ça sera toujours en JavaScript. Donc là, on va essayer d'aller prendre la partie cliente en Node.js. Donc si je prends la partie cliente ici, je vais avoir donc une page HTML. Donc j'ai essayé de simplifier au maximum, donc enlever tout ce qui pourrait édulcorer en fait l'exemple, en disant que c'est juste un appel JavaScript. Et si je charge en fait cette page HTML, qu'est-ce que je vais voir dans cette page HTML? Je vais tout simplement voir déjà que je vais utiliser donc le kit de développement JavaScript qui est symbolisé par ce chemin Microsoft Team.min.js. D'accord? Donc, derrière, dans ce SDK JavaScript, pour pouvoir l'utiliser, il va falloir l'initialiser. Donc, je vais initialiser tout compte fait le SDK JavaScript. Et derrière, et c'est ce que tu mets d'ailleurs, Eric, dans une des slides, des diapositives, tu mets qu'on a simplifié, que Teams simplifié grandement l'accès en fait à ce jeton. On le voit ici. J'ai juste un appel à cette méthode qui s'appelle getOutToken et qui, si bien évidemment mon application est bien provisionnée, donc si bien évidemment les informations ici dans le manifeste sont correctement renseignées, eh ben, je vais pouvoir obtenir à partir de cette application ID, Client ID ici, des informations et des permissions sur ma ressource qui est définie ici. Vous voyez la ressource comme obtenir cette fameuse permission. Et derrière, je vais tout simplement dans mon exemple afficher le jeton. Alors, comment ça se matérialise dans Teams? Si je vais dans Teams, ici, j'ai une application donc, qui a été déployée pour une personne particulière. Et lorsque je vais cliquer ici, vous voyez que si je reviens ici sur est-ce que le document est ready, va chercher le jeton Teams. Donc là, je me retrouve avec ce jeton Teams. Et si je prends ce jeton Teams, je peux aller utiliser un outil propre à Microsoft qui s'appelle jwt.ms. Donc c'est un site qui va me permettre, tout compte fait, de décoder mon jeton OAuth 2. Et là, en décodant ce jeton OAuth 2, vous avez vu que, j'ai pas eu besoin de me reconnecter à l'application. Donc, de redonner mes credentials pour obtenir ce jeton. Donc, j'ai pas eu besoin de le faire, puisque Teams, et c'est ça le SSO, m'a fourni ce jeton automatiquement. Et ce qu'on voit ici, c'est que j'ai un SCP, c'est le fameux scope, et le scope correspond bien au scope Access as User, scope que j'ai bien défini ici lorsque j'ai exposé mon API. Donc là, la boucle est bouclée, comme dirait, j'ai obtenu un fameux jeton. Alors après, qu'est-ce que je fais avec ce jeton? On voit qu'il porte quand même, comme tu l'expliques d'ailleurs, Eric, des permissions relativement restreintes. Donc on va voir par la suite comment, grâce à ce jeton, je vais pouvoir obtenir des permissions un petit peu plus complexes, par exemple sur la graphe API. Je te redonne la main. Merci Eric. Là.
Donc, comme Eric l'a très bien expliqué, on va récupérer très facilement ce token. Vous avez vu, c'est une fonction, enfin 2 fonctions JavaScript puisqu'il a fallu initialiser le SDK pour récupérer ce token et ça se fait de façon totalement transparente. Néanmoins, ce scope est access as a user, donc il n'a qu'une seule et unique fonctionnalité, c'est vous prouver que l'utilisateur est bien qui il est et qu'il est authentifié au sein de Teams. Donc pour finalement après faire des actions, il va falloir faire quelque chose d'autre et on va déjà expliquer cette partie-là. Néanmoins, vous avez probablement déjà une application existante et vous avez besoin d'authentifier l'utilisateur par rapport à votre référentiel. Et bien du coup, cette étape peut être grandement simplifiée grâce à ça, puisque là, vous recevez l'identité garantie par Teams et par l'Azure AD du client, puisque pour avoir ce token, l'utilisateur a dû prouver son identité selon les règles de sécurité mises en place par l'entreprise. Donc, il y a peut-être du MFA et d'autres choses qui sont nécessaires pour avoir ça. Et donc, de facto, vous héritez de tout ce niveau de sécurité. Après, à vous de faire un mappage entre peut-être le nom ou peut-être l'UPN ou l'email adresse de l'utilisateur ou peut-être son user ID qui est un GUID vis-à-vis de votre base utilisateur et pour préserver l'authentification. Donc pas besoin finalement de se complexifier la vie avec des trusts SAML ou autres. On peut très bien s'en sortir en prenant le token, en le décodant et en le mappant avec sa propre base d'utilisateurs. Voilà. Maintenant, l'étape suivante, c'est j'ai identifié mon utilisateur, mais je veux apporter de la valeur dans mon application. Une des valeurs souvent qu'on voit, c'est peut-être envoyer une notification à l'utilisateur. Donc, dans mon application, j'ai déclaré des permissions pour la graphe pour dire je vais appeler la graphe pour envoyer une notification. Et donc, il faut que dans mon token, j'ai ce scope, sinon ce token ne sera pas utilisable pour la graph API. Donc pour ce faire, on va utiliser un workflow bien défini qui est le workflow on behalf of, qui va vous permettre en fait de prendre un token access user, celui qu'on vient de recevoir, et de le transformer avec l'identité de votre application dans un token plus enrichi en termes de permission pour pouvoir faire vos actions. Donc tout ça est documenté et donc là je vous ai copié-collé finalement le flow utilisateur qu'on va faire et Eric dans quelques instants va nous faire une démonstration. Mais essentiellement on utilise le SDK Teams pour récupérer cet access token et puis après on va utiliser le SDK Azure AD, probablement MSAL ou Web Identity pour envoyer une requête à Azure AD pour dire je suis l'application démo authentification, voici mon identifiant, donc le fameux App ID ou Client ID, voici mon secret et voici le token de l'utilisateur, donne-moi un token pour accéder à la graphe et pour faire telles actions. Voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir récupérer le fameux token élevé. Tout ça, ça se passe plutôt en back-end, surtout notamment avec votre secret, qui doit toujours rester secret, comme son nom l'indique, de ce côté-là. Un dernier point d'information, Azure AD essaye de déprécier tout ce qui est la partie password ou secret d'un point de vue string. Et quand vous créerez votre application, vous verrez bien que par défaut, le secret est valable 6 mois. Vous pouvez l'étendre jusqu'à 24 mois, mais vous comprenez bien que c'est un risque de l'oublier de le renouveler et de se retrouver avec un outage. Donc, pour régler ça, on va pouvoir utiliser un certificat et Eric vous montrait il y a quelques instants comment on pouvait le faire. Mais très simplement, on va créer un certificat self-sign et on va l'uploader dans l'interface que Eric nous montrait. Je te passe la main, Eric, pour une petite démo de ce hobo. Alors absolument, je vais repartager cet écran. Voilà qui est fait. Alors, si on revient sur Azure Active Directory, c'est ce que tu disais ici sur Azure Active Directory, au niveau de cette application, je vais ajouter des permissions.
D'accord? Donc, je vais ajouter des permissions bien définies, par exemple, sur la graphe API. Alors là, on voit, par exemple, je vais pouvoir réagir écrire et envoyer, lire, pardon, et envoyer des messages dans un chat, par exemple. Mais ça pourrait très bien être d'autres permissions. Donc, des permissions qu'on appelle des permissions déléguées pour l'utilisateur, hein, et donc là, vous voyez que je peux avoir un certain nombre de, comment dire, de permissions bien particulières. Donc, vous avez des permissions propres à Teams, mais si je veux, par exemple, aller lire des fichiers, lire l'arborescence des fichiers dans mon application, lire du financial, etc., etc. À ceci près qu'il faut bien évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, dans des applications de type multi-tenant, qu'il y ait maintenant un consentement administrateur. Bon, ce n'est pas l'objet de la présentation là, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, je veux obtenir, tout compte fait, ces permissions. Pour ce faire, il faut que j'utilise donc ce fameux, comment dire, ce fameux scénario, comme tu le disais, on behalf of, c'est-à-dire au nom de l'utilisateur. Le jeton Teams, celui-là, ce fameux jeton, il est porteur de plein d'informations, tout compte fait, comme tu l'expliquais. Maintenant, avec ce jeton, comment je vais pouvoir accéder et créer et tout compte fait obtenir un nouveau jeton? Eh bien, c'est là où va rentrer en fait en ligne de compte un back-office et que je vais appeler ce fameux back-office. Donc là, on va le voir dans les deux cas en JavaScript comment dire, en ASP.NET Core. Ben, en JavaScript, je vais appeler cette méthode-là. Cette méthode-là, je ne vais pas l'appeler n'importe comment, je vais l'appeler bien évidemment, si on regarde bien ici, je vais l'appeler en lui passant dans l'entête autorisation. Donc, c'est ce qu'on appelle des jetons au porteur, le jeton Teams, donc obtenu par cette fameuse méthode getAuthToken. Et je vais valider ce jeton. Alors là, en Node.js, bon, j'ai utilisé des méthodes, donc des librairies bien particulières, qui sont des librairies qui me permettent de valider, tout compte fait, comment dire, ce jeton. Donc là, elles sont très succinctes, hein, bien évidemment. Je récupère le jeton, je récupère en fait un tableau de données et puis tout simplement, je vérifie le jeton en fonction de sa signature. Le truc très très simple, bien évidemment, il faut aller un tout petit peu plus loin. Si je regarde au niveau ASP.NET Core, ASP.NET Core, je vais faire absolument la même chose, mais sauf que le middleware d'ASP.NET Core me dit tout simplement ici, au niveau de l'autorisation, je veux que déjà, l'entête soit porteur en fait d'un jeton. Un jeton qui soit naturellement valide, donc je valide à la fois le fournisseur du jeton, que je valide la signature, que je valide l'audience, donc je valide pas mal de petites choses. Et derrière, je veux, moi, et là ça se fait de façon applicative, je vais valider tout simplement, est-ce que ça contient un scope qui est le fameux scope Access as User. Donc là, je ne fais que valider le jeton qui m'est passé, donc le jeton Teams. Donc là, ça veut dire qu'on pourrait s'arrêter là si vous ne voulez pas aller plus loin, si vous voulez appeler une de vos API, et du coup, comme l'expliquait Eric, exécuter un code particulier. Mais derrière, ce dont j'ai besoin, c'est tout simplement de dire, attention, j'ai reçu ce jeton-là, mais je veux pouvoir accéder à un jeton, récupérer un jeton qui sera, lui, porteur de plus d'informations. Et là, ben, c'est un petit peu plus chouchoux. Alors, tout à l'heure, tu disais, Eric, qu'on pouvait utiliser des librairies de type Web Identity. Alors, effectivement, avec ASP.NET Core, je vais avoir la possibilité d'activer ces fameuses librairies d'acquisition de jetons particuliers. Donc, on va le voir ici, c'est très, très simple. Je vais tout simplement lui dire, ben, je vais activer cette méthode Add Microsoft Identity Web API Authentications, ok, en lui passant une configuration particulière. Et dans cette configuration, je vais avoir ici un certain nombre d'informations
dont j'aurai besoin. Donc là, j'ai mis le client secret, mais ça pourrait très bien être, par exemple, une empreinte d'un certificat pour aller chercher plutôt le certificat quelque part. OK? Là, pour des raisons de simplicité, je suis resté sur le client secret. Et puis derrière, je vais lui dire, eh ben, ce que tu vas faire, tu vas tu vas activer en fait l'acquisition d'un jeton pour, tout compte fait, appeler une API en back-end. Donc là, en gros, ça sera l'API Graph. Très bien. Une fois que j'ai ça, ben, je vais tout simplement pouvoir acquérir et utiliser cette méthode qui va faire un get access token for user access. Donc ça, c'est des facilités qui me sont fournies au sein du middleware ASP.NET Core. Maintenant, si je suis plutôt en mode Node.js, là, il y a, vous allez voir, un travail un petit peu différent à faire, puisque lorsque je vais effectivement vouloir acquérir ce jeton, donc en appelant tout simplement cette API-là, ce que je vais utiliser là, c'est une librairie qu'on appelle la librairie MSL, donc Microsoft Librairie, pour l'accès à Azure Active Directory. Cette librairie MSL, ben voilà, il suffit tout simplement de la référencer. Et derrière, eh ben, je vais tout simplement lui dire, je veux acquérir, et vous voyez le flux, on le voit bien, hein, c'est bien à partir de cette librairie, je veux acquérir le jeton en arrière, en fait, au nom de la personne qui a été, comment dire, qui a été authentifiée. Et ce que je vais faire, c'est utiliser ce qu'on appelle une assertion. Et là, on voit bien que je vais avoir une assertion qui me dit, bah, tout compte fait, tu vas aller récupérer le fameux jeton qui est passé dans l'entête, donc qui est passé ici, donc le jeton Teams. Alors, comment ça se matérialise ça dans Teams directement? Ben, on va revenir ici dans Teams, le voilà, donc vous voyez que j'ai sous mon fameux jeton, et là je vais faire la demande de jeton Obo, donc si tout fonctionne correctement, il fait bien un aller-retour sur mon back-office, et là sur mon back-office, il m'a bien retourné ce fameux jeton. Donc, vous voyez que je n'ai pas eu besoin de me réauthentifier, puisque l'authentification s'est faite soit avec le certificat, soit avec le secret. Et derrière, ce jeton, c'est bien un jeton qui a été acquis au nom de l'utilisateur, et c'est toujours le même utilisateur qui s'appelle David Longmire, donc je suis capable de l'identifier. Par contre, cette fois-ci, on va bien retrouver les fameuses permissions, donc ce qu'on appelle les scopes ici, les fameuses permissions qu'on retrouve, et je le remontre ici une dernière fois, qu'on retrouve ici. Voilà qui est fait, ces fameuses permissions qui vont me permettre de faire des actions particulières au nom de cet utilisateur. Voilà, Eric, je crois que j'ai fini. Super, merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair. Du coup, tu parlais notamment de cette partie de permission et de consentement et justement, on voulait passer, quelques minutes sur ce sujet, qui est un sujet vaste et souvent un point de friction, pour tous les développeurs d'applications, que ce soit, dans le store public ou que ce soit dans des applications à lobby comme moi je développe, pour mes clients. Donc la 1re chose qu'il faut comprendre, c'est qu'avec OAuth, on a un modèle, de permission puisqu'on fait essentiellement de l'autorisation, de consommation de ressources et donc du coup, on va devoir référencer les permissions que mon application va avoir besoin. Vous le verrez, il existe 2 types essentiellement de permissions. Des permissions de type delegated ou des permissions de type application. La notion de delegated veut dire que vous avez besoin d'un token utilisateur pour demander de sa part le droit d'accéder à ces ressources. Donc, il y a forcément une interaction utilisateur à un moment ou un autre pour avoir une authentification avec ce modèle-là. Vous avez la partie applicative et là, du coup, votre application est
autonome pour faire cette demande de token. Du coup, on quitte ce fameux hobo dont on parlait. Voilà. Donc, pourquoi on a finalement parlé de hobo? Parce que, bien évidemment, la plupart des clients avec qui on va travailler vont être très frileux au modèle d'authentification de type application, parce que c'est l'équivalent d'un compte de service et ça va accéder à l'entièreté du tenant. Et généralement, c'est une discussion de sécurité qui peut être très complexe à mener. Donc, toujours partir sur une approche liste privilège et en mode délégué pour simplifier un maximum cette discussion de sécurité qui sera obligatoire pour la mise en place de votre application. D'accord? Donc, donc j'ai trouvé mes permissions, je les ai annotées et vous aurez probablement noté dans la documentation. Je vous ai fait un petit screenshot en bas, par exemple, si j'ai besoin de lire la présence. On a une case dans le tableau qui est Admin Consent Required à yes ou no. Donc, finalement, la documentation me laisse penser que mon application, si j'utilise juste la permission présence.read, un utilisateur peut consentir, donner son droit pour que mon application ait le droit de lire sa présence sans qu'il y ait besoin d'un administrateur. Néanmoins, le monde n'est pas aussi blanc que ça. Il y a eu un grand nombre d'attaques sur le modèle hôte avec des gens qui abusaient les permissions et qui abusaient le consentement utilisateur. Donc, a été pris de notre côté de contacter proactivement tous nos clients et de désactiver le consentement utilisateur. Donc, ma recommandation, c'est de vraiment considérer toutes les permissions comme des permissions à consentement administrateur. Sinon, vous allez heurter un mur très rapidement de ce côté-là, puisque dès que vous allez parler à un client managé chez Microsoft, ce consentement utilisateur sera désactivé et donc vous ne pourrez pas avancer. Pour la petite information, on vous a remis un petit screenshot de consentement, à quoi ça ressemble. Voilà. Mais donc, ma recommandation, c'est de mettre cette notion de consentement dès le début, de façon proactive, et d'avoir cette discussion le plus tôt possible avec votre client dans la phase d'avant-vente, puisque vous aurez besoin d'un IT admin pour aller consentir votre application. Une fois que l'IT admin a consenti, vos utilisateurs n'auront plus aucune interaction à avoir. Là, le SSO fonctionne parfaitement, sauf si vous décidez de changer le scope fonctionnel et là, il faudra refaire un consentement. D'accord. Donc, c'est quand même un sujet très critique puisque c'est généralement là où on se casse les dents quand on fait son go-to-market ou quand on commence à avoir les premiers clients qui utilisent l'application. Donc, soyez très sensibles à ça. Prenez le temps de considérer les permissions. Prenez toujours la plus petite pour éviter de vous créer des problématiques et utilisez les permissions applicatives seulement si vous n'avez pas le choix et du coup, ça pourra s'expliquer de ce côté-là. Il y a un dernier sujet qui était important pour nous de couvrir également aujourd'hui, c'est la notion de offline access et refresh token. Vous l'avez peut-être remarqué il y a quelques instants dans les exemples. Donc, tous les access tokens que l'on reçoit de la plateforme ont une valeur de durée de vie d'1 heure. Et de facto, au bout d'1 heure, je n'ai plus d'authentification et vous avez vu que le modèle finalement demande une interaction utilisateur pour avoir un token à jour. Donc, si je fais des flows comme, je ne sais pas, faire un webhook ou s'abonner à des notifications ou envoyer une notification à un utilisateur pour le tenir au courant, là, on va probablement exploser cette durée d'1 heure. Et c'est là où la notion de offline access et de refresh token est importante. Offline access, c'est une permission qu'on va ajouter sur notre application et du moment qu'on a cette permission, on va pouvoir demander un refresh token. Et ce refresh token, lui, à contrario de l'access token, est valable 90 jours et renouvelable ad vitam aeternam, sauf s'il est révoqué par l'administrateur. Donc après, on a un certain nombre de flows
qu'on va pouvoir utiliser pour gérer cela. Donc la première chose, c'est comment je vais récupérer cet access token. Donc on ne change pas une recette gagnante. Donc on va faire notre première étape de SSO et recevoir ce premier access token, le access token 0, là en haut. On va faire notre flow OBO et dans l'assertion que Eric nous parlait, on va rajouter le scope offline access. Du moment qu'on rajoute le scope offline access, le retour de Azure AD sera l'access token qui est valable 1 heure, comme on l'avait précédemment avec les bonnes permissions. Et on va avoir un refresh token qui, lui, valable 90 jours, renouvelable également à chaque fois qu'on l'utilise de ce côté-là. La recommandation, bien évidemment, c'est de stocker de façon sécure ce refresh token. Donc, la bonne pratique, en fait, c'est d'utiliser un key vault pour y stocker un secret qui va être utilisé pour finalement encrypter le refresh token. Et après, le stocker dans notre base de données pour finalement pouvoir le rappeler quand on a besoin. Et donc, là, vous avez le flow qui vous explique finalement comment vous devriez gérer cette partie de récupération du refresh token et après le stocker dans votre base de données. Comme le token est chiffré, vous n'avez pas besoin de passer sur un surchiffrage de votre base de données ou ainsi de suite. Et n'utilisez pas forcément un Azure Key Vault pour stocker ces refresh tokens, puisqu'en fait, le Azure Key Vault, on le paye à l'utilisation. Et donc, comme on risque d'avoir beaucoup d'utilisation de l'Azure Key Vault, ça va être contre-productif. C'est pour ça que dans les flux recommandés, on utilise une base de données simple. Donc ça, c'était pour le stocker. Maintenant, dans la vie réelle, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai finalement ce besoin de notifier mon utilisateur. Il est 9 heures du matin, je veux lui dire qu'il est en retard sur une tâche qui est gérée par mon application. Donc j'ai un worker process qui va se réveiller, qui va dire: tiens, il faut que j'envoie la notification à Eric. Bien évidemment, il me faut un token de Eric pour pouvoir appeler la graphe et faire cette demande. Donc on va aller chercher finalement le refresh token dans la base de données, le refresh token d'Eric. On va appeler notre Azure Key Vault pour récupérer finalement le fameux secret pour déchiffrer ce refresh token. Et on va aller faire une demande de token sur Azure AD. Et là, cette demande de token va être un petit peu différente, puisque là, on va l'utiliser en mode refresh token. On ne va pas utiliser le fameux flow OBO qu'on vous présentait il y a quelques instants. On va utiliser un flow à base de refresh token. Et donc, on va utiliser son application ID, donc l'identifiant de notre application, notre secret, qui soit un certificat ou une string, et on va envoyer le refresh token. Et le service Azure AD va nous renvoyer un access token valable 1 heure, qui va me permettre de faire mon action, et va me renvoyer un nouveau refresh token qui sera de nouveau valable 90 jours. Et donc, du coup, je repars sur un refresh token qui a une durée de vie de 90 jours. Avant de partir dans mon action de faire, ce qui est recommandé, c'est de réécraser votre refresh token qui est dans votre base de données pour toujours avoir un refresh token à jour et correct, et en même temps de faire votre action de notifier l'utilisateur. Voilà. Donc voilà les différents flows qu'on voulait couvrir avec vous. Donc on vous a prévu une petite page qui reprend tout ce qu'on vous a partagé aujourd'hui. Donc comment on crée son application dans Azure AD, les différentes docs de SSO, la partie SSO dans une messaging extension puisqu'il y a une petite spécificité à base de bots. Je vous ai également rajouté le référentiel des permissions pour la graph API, parce que généralement, c'est quand même la plupart des choses qu'on va utiliser, parce que dès qu'on veut être intégré dans Teams, avoir des fonctionnalités avancées et dans Office 365, la graph est finalement notre seule API utilisable pour interagir. Eric a un super GitHub avec plein d'exemples pour vous aider à gérer cette authentification. On a couvert que le SSO et on pense que c'est le plus important, mais dans ces exemples, il va plus loin et il montre les autres types d'authentification qui sont documentés. Et puis après, on a notre repository Teams Code Sample qui peut être un peu des fois frustrant parce qu'il y a différents niveaux de mise à jour et de façon d'écrire les choses. Donc, ça peut être un petit peu déroutant quand on commence sa vie sur Teams.